I think my mother did exactly the right thing. I think it's absolutely extraordinary that any right-minded thinking parent should believe that it was... Je commence ce récit non par une déclaration mais par une absence. Le silence soudain qui s'est abattu était plus assourdissant que tout ce qui l'avait précédé. Pendant des années, j'avais vu des mots, des images et des révélations savamment orchestrées se succéder à un rythme effréné. Chaque interview, chaque production, chaque apparition publique semblait conçue pour maintenir le rythme. Et puis brutalement plus rien, aucune explication, aucune annonce, aucun nouveau conflit pour remplacer l'ancien. Dans les 15 premières secondes, je veux laisser une pensée en tête. Quand quelqu'un qui se nourrit de visibilité disparaît soudainement, c'est rarement par hasard. J'ai remarqué que le silence soulevait plus de questions que toutes les explications précédentes réunies. Le silence peut être une coïncidence, mais rarement lorsqu'il est aussi total. Il ne semblait pas vide, mais oppressant comme sous l'effet d'une pression. Je me suis demandé ce qui devait se produire avant qu'une machine si soigneusement construite ne s'arrête. Non pas momentanément, mais d'une manière qui ressemble à un arrêt d'urgence. Ce que j'ai vu n'était pas une pause pour reprendre son souffle, mais une pause parce que parler davantage était devenu risqué. Mon analyse a débuté par un contraste frappant des années de production médiatique contre quelques jours de silence radio. Dans un monde où même l'absence est généralement commentée, c'était une anomalie. J'ai observé comment les médias ont d'abord attendu puis spéculé avant de finalement se désintéresser du sujet. Ce processus est prévisible, mais c'est précisément cette prévisibilité qui rend le silence efficace. Ceux qui se taisent laissent les autres combler les lacunes, et ceux qui laissent les autres combler les lacunes gagnent du temps. J'ai commencé à percevoir cette période comme le véritable champ de bataille. Non pas le public ni les gros titres, mais l'espace où le travail peut se faire en silence. Car le silence n'est pas passif. Il est actif lorsqu'il est délibérément mis en œuvre. Tandis que le monde extérieur s'interrogeait sur la prochaine étape, mon attention s'est portée sur ce qui devait se passer en coulisses pour maintenir ce silence. Le silence est facile. Le silence sans fuite, sans contre-discours, sans frictions internes ne l'est pas. Ce qui m'intriguait, c'était l'absence totale de panique dans ce silence. Pas de correction hâtive, pas de démarches juridiques défensives en public. Pour moi, c'était le signe d'une préparation et non d'une improvisation. J'ai commencé à soupçonner que cette phase avait été planifiée depuis un certain temps comme un scénario et non comme un simple souhait. Cette idée rendait le silence plus troublant, mais aussi plus logique. Car ceux qui élaborent des scénarios le font rarement pour un résultat qu'ils jugent impossible. J'ai repensé aux derniers instants publics avant le silence. Certaines phrases avaient de dépasser le simple cadre de l'émotion, évoquant le pouvoir, les documents et l'influence. De telles phrases ne sont pas de vains mots, elles sont destinées à impressionner. Mais impressionner ne signifie pas maîtriser la situation. Je me suis demandé si c'était le moment où quelqu'un avait compris que les impressions ne suffisaient plus, que cette escalade avait atteint un point où les réactions étaient devenues imprévisibles. Cette réflexion m'a conduit à l'autre aspect de l'histoire, celui qui restait silencieux, celui qui n'employait ni langage émotionnel, ni symbole, ni récit personnel. Cette absence fut interprétée par certains comme une faiblesse, par d'autres comme de l'indifférence. Je l'ai perçue autrement. J'y ai vu le signe que l'atmosphère du conflit avait changé. Il ne s'agissait plus d'une bataille d'interprétation, mais d'un processus de jugement. Et les jugements ne sont pas diffusés en direct. J'ai commencé à comprendre que ce silence n'était possible que grâce à un consensus interne. Sans consensus, le silence s'effrite. Il se fissure, il est miné par les voix dissidentes. Le fait que cela ne se soit pas produit révélait quelque chose de plus fondamental, une décision partagée de ne pas réagir, mais d'agir. Cette action est restée invisible mais non inerte. C'était le genre d'action qui ne devient visible qu'une fois accomplie. En réfléchissant à tout cela, une question dérangeante m'est venue à l'esprit, et si ce silence n'était pas destiné à apaiser mais à poser des limites, et s'il ne disait pas « on verra bien », mais plutôt « on s'arrête là », le silence peut aussi être une limite, une façon de signifier que la donne a changé, que les règles précédentes ne s'appliqueraient plus. J'ai constaté comment le débat public s'est essoufflé. Faute de nouveaux éléments, l'indignation s'est tarie. Sans réaction, la confrontation s'est essoufflée. Ce n'est pas un hasard. Les conflits se nourrissent de réciprocité. Éliminer l'un des camps et le conflit s'étiole. J'ai commencé à comprendre que c'était peut-être là l'essentiel, non pas gagné par la persuasion, mais gagné par la déconnexion. Cette première phase, à mon sens, illustre comment le pouvoir se manifeste parfois par l'absence. Non par la domination, mais par la maîtrise de soi. Ce n'est pas une image romantique. C'est une image froide, presque administrative. Mais c'est précisément pour cette raison qu'elle est efficace. Et elle soulève une question que je garderai en tête pour la suite, si le silence n'est pas ici une faiblesse, mais une stratégie que mijote-t-on dans l'espace qu'il crée. Tandis que le monde extérieur s'interrogeait encore sur ce silence soudain, je commençais à comprendre qu'il était le fruit d'un processus bien plus concret, la documentation.
Non pas des opinions ni des émotions, mais des faits consignés, organisés et analysés. L'image qui se dessinait devant moi était celle d'un dossier qui prenait lentement du volume. Pas de révélation fracassante, mais une accumulation de détails qui, mis bout à bout, permettait au-dessus de formuler un jugement. Et c'est précisément cette distinction qui est cruciale. Un scandale recherche l'attention, un dossier attend le moment opportun. J'ai constaté que mon attention se portait désormais moins sur les déclarations publiques que sur les processus internes. Que se passe-t-il lorsqu'une institution décide de ne plus réagir, mais d'évaluer? La dynamique change alors radicalement. La question n'est plus de savoir qui a raison dans le débat public, mais ce qui est viable dans le cadre des règles existantes. J'ai commencé à comprendre comment une enquête interne, peut-être initialement conçue comme un outil d'atténuation des risques, était devenue un instrument de réajustement, non par vengeance, mais par nécessité. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que ce dossier ne semblait pas provenir d'une source unique. Il paraissait composite, structuré, comme si différents services avaient mis en commun leurs conclusions. Cela laisse supposer une décision largement approuvée. Je n'ai décelé aucun signe de conflit interne ni de doute à l'extérieur. Au contraire, tout indiquait une coordination. Et la coordination exige du temps, de la confiance et un sentiment d'urgence partagé. Cela montrait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une réaction impulsive aux événements récents, mais du fruit d'une observation plus approfondie. J'ai commencé à comprendre que les dossiers ne se contentent pas de consigner les faits, mais aussi ce qui aurait dû se produire et ne s'est pas produit. Les lacunes sont parfois plus révélatrices que les erreurs. Des journaux de bord manquants, des chronologies incohérentes, des décisions inexpliquées prises ensemble, ces éléments ne constituent pas une accusation, mais ils dessinent un schéma. Et les schémas sont plus dangereux que les incidents car ils sont structurels. On peut expliquer un incident. Un schéma exige une intervention. Mon analyse m'a permis de constater que ce dossier servait probablement de boussole interne. Non pas pour divulguer des informations, ni pour menacer, mais pour définir une stratégie. Cela explique aussi l'absence de contre-attaque publique. Avec un dossier nul, besoin de crier sur tous les toits. On sait que les faits parleront d'eux-mêmes, même si c'est lentement. Je me suis demandé quel degré de maîtrise de soi cela exige dans un milieu habitué aux réactions immédiates, et quel degré de confiance en ses propres structures. Ce qui m'a intrigué, c'est le rôle du timing. Un dossier n'est efficace que s'il est lancé au moment opportun. Trop tôt, il paraît excessif. Trop tard, il perd de sa force. J'ai alors compris que le silence que j'ai décrit plus tôt était l'espace où se préparait ce moment. Tandis que l'attention du public se déplaçait des réflexions internes, était amenée pour déterminer quand l'action deviendrait inévitable. C'est une forme de pouvoir que peu de gens reconnaissent car elle échappe à toute perception. Je me suis demandé comment cette affaire avait été vécue par ceux qui en étaient concernés. Étaient-ils conscients de son existence ou seulement de ses conséquences ? L'idée que des décisions concernant votre avenir soient prises sur la base de documents que vous n'avez jamais vus est troublante. Et pourtant, elle est au cœur même de l'action institutionnelle. L'expérience personnelle est subordonnée aux faits établis. Cette prise de conscience rend cette phase à la fois si glaçante et si décisive. Cette phase a également mis en évidence pourquoi l'émotion n'était plus une arme efficace. L'émotion peut convaincre un public, mais pas un dossier. Elle parle un autre langage, celui de la cohérence, de la répétition et de la vérifiabilité. J'ai alors compris que c'était le moment où deux réalités divergeaient définitivement, celle du récit et celle des archives. Et lorsque ces deux réalités s'affrontent, ce sont presque toujours les archives qui l'emportent. Ce qui m'a frappé, c'est le caractère inéluctable de ce processus une fois enclenché. Les dossiers sont dépourvus de morale et d'empathie. Seule compte la pertinence. Et la pertinence se mesure à l'impact sur le système, non à l'intention. Je me suis demandé si cette prise de conscience était partagée par tous les participants. Ou bien s'obstinait-il à vouloir remporter un débat déjà abandonné? Pour moi, ce passage marque le moment où le conflit a changé de forme. De visible à invisible, de bruyant à silencieux, d'émotionnel à administratif. Il ne s'agit pas d'un affaiblissement, mais d'une escalade vers un autre niveau. Et cela soulève une question persistante une fois qu'un dossier devient le centre de l'attention qui peut l'arrêter avant qu'il n'aboutisse. Plus j'approfondissais l'affaire, plus une pensée s'imposait, cette histoire n'avait jamais été celle d'un conte de fées qui avait mal tourné, mais celle d'un plan qui dès le départ prévoyait de multiples issues. Cette prise de conscience ne résulta pas d'une révélation soudaine, mais du lien entre les choix initiaux, les escalades ultérieures et la remarquable constance du calendrier. Ce qui m'apparaissait initialement comme un conflit entre modernité et tradition, je commençais à le percevoir comme une stratégie où le conflit lui-même était un outil, non pas pour détruire, mais pour se positionner. J'ai repensé au début avant même les grandes révélations publiques. Ce qui m'a frappé, c'est la précocité des structures professionnelles déjà en place. Non seulement des conseillers, mais des réseaux. Non seulement des conseils, mais une véritable préparation. En soi, rien de suspect. Les personnalités publiques s'entourent souvent d'experts. Ce qui m'a paru différent ici, c'était la nature de cette expertise.
Il ne s'agissait pas de s'intégrer à un rôle existant, mais d'optimiser sa visibilité, de construire un récit, d'accroître sa portée et son envergure. J'ai alors commencé à me demander à qui ce récit était principalement destiné. Peu à peu, il est devenu évident que le conte de fées n'était qu'un tremplin et non une fin en soi. Le symbolisme, la cérémonie, l'attention internationale, autant de moyens d'acquérir une légitimité. Et la légitimité est transmissible. Elle peut se transformer en influence, en rayonnement et finalement en autonomie. Dans ce contexte, j'ai commencé à interpréter les conflits ultérieurs différemment. Non plus comme des dérapages, mais comme des points de rupture planifiés. Chaque conflit a déplacé l'attention étendue, la portée et consolidé une identité distincte de celle de l'institution. Ce qui m'a particulièrement intrigué, c'est le caractère prévisible avec le recul de ces escalades. Chaque confrontation était suivie d'une phase de consolidation, nouveaux projets, nouvelles plateformes, nouvelles collaborations. Comme si chaque crise servait de tremplin. Ce schéma se répétait trop souvent pour être une coïncidence. J'ai commencé à comprendre que l'institution n'avait pas été abandonnée parce qu'elle avait échoué, mais parce qu'elle avait rempli sa mission. Elle avait conféré une légitimité, puis elle était devenue un fardeau. À ce stade, je me suis posé une question dérangeante. Et si le cœur du conflit résidait non pas dans un manque de reconnaissance, mais dans une incompatibilité d'objectifs? Une institution qui prospère grâce à la continuité a du mal à se concilier avec une stratégie qui prospère grâce à la rupture. Cela ne signifie pas qu'un camp soit moralement supérieur à l'autre, mais cela signifie que l'affrontement était inévitable. J'ai commencé à comprendre qu'une grande partie du discours émotionnel était peut-être authentique, mais qu'en même temps, il était fonctionnel. Émotion et stratégie ne s'excluent pas mutuellement. Elles peuvent se renforcer l'une l'autre. J'ai également remarqué la construction minutieuse de l'image de la victimisation. Dans le paysage médiatique actuel, la victimisation constitue un puissant bouclier. Elle neutralise les critiques et renforce la solidarité. Mais elle a aussi une date de péremption. Plus on l'utilise, plus elle a besoin de preuves pour rester convaincante. C'est ce qui explique, à mon sens, la nécessité d'une escalade du ton. Non pas parce que la souffrance s'intensifiait, mais parce que le public s'y était habitué. Ce qui m'a frappé personnellement, c'est de réaliser que tout cela a probablement commencé par de l'ambition et non par du cynisme. L'ambition de se faire entendre, d'avoir de l'influence, d'éviter de disparaître dans les marges d'un système séculaire. Cette ambition peut être légitime, mais lorsqu'elle se heurte à des structures qui ne laissent aucune place à l'affirmation de soi, des frictions apparaissent. Et ces frictions n'ont pas été apaisées ici, mais exploitées. J'ai commencé à comprendre pourquoi cette affaire avait provoqué un tel choc. Elle révélait non pas une simple erreur, mais une trajectoire, une série de choix qui ensemble indiquaient une direction. Et une direction est plus dangereuse que les incidents car elle suggère une intention. Une institution peut gérer les erreurs. Elle a plus de mal avec les stratégies qui la minent. Cela explique pourquoi la réaction a été si froide et si approfondie. C'est durant cette période que j'ai également constaté que l'expression « histoire d'amour » perdait son pouvoir protecteur. L'amour est chaotique et imprévisible. La stratégie, elle ne l'est pas. Lorsque les comportements restent constants pendant des années, il devient difficile de tout attribuer à l'émotion. C'est à ce moment-là, pour moi, que le conte de fées a enfin cédé la place à l'analyse. Non pas pour déshumaniser, mais pour comprendre. Cette section marque un tournant dans ma réflexion. Ici, la question de savoir qui avait raison disparaît et celle de l'incompatibilité émerge. Ce qui soulève une dernière question provocatrice, si un plan envisage d'emblée de multiples issues, la rupture aurait-elle pu être évitée? Ou était-elle simplement une possibilité inhérente à toute stratégie? Dès que ce schéma m'est apparu clairement, j'ai commencé à percevoir le rôle de la princesse Anne différemment. Non plus comme celui d'une réactionnaire, mais comme celui de quelqu'un qui attendait depuis longtemps le moment opportun pour intervenir. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas ce qu'elle a dit, mais ce qu'elle n'a pas fait. Aucune interview, aucune fuite rectifiée, aucune tentative manifeste de s'arroger le droit moral. J'ai plutôt constaté un mouvement de démantèlement. Non pas d'individus, mais d'accès de privilèges et de présomptions. C'est un pouvoir d'une nature fondamentalement différente. J'ai commencé à comprendre qu'Anne adoptait une perspective profondément institutionnelle. Tandis que d'autres s'interrogeaient encore sur l'image et les émotions du public, elle privilégiait les précédents, la continuité et la gestion des risques. Cette différence de perspective explique le caractère obscur de son approche. Pour elle, il ne s'agissait pas d'une crise médiatique, mais d'un problème de gouvernance. Et les problèmes de gouvernance ne se règlent pas par des mots, mais par des procédures. Ce qui m'a particulièrement intrigué, c'est la constance avec laquelle cette approche a été mise en œuvre. Il n'y a eu ni rupture brutale, ni humiliation symbolique. Au contraire, les barrières de protection ont été levées une à une. L'accès aux canaux informels a disparu. La discrétion protectrice a cédé la place à la distance. Des choses autrefois considérées comme allant de soi ont été revues administrativement.
De tels changements peuvent te paraître minimes, mais leur effet cumulatif est considérable. C'est comme réduire progressivement le niveau d'oxygène sans jamais imposer explicitement le départ à quelqu'un. J'ai également constaté que cette stratégie reposait sur la maîtrise de soi. Toute réaction publique aurait risqué de transformer le conflit en un enjeu émotionnel ou personnel. En évitant cet écueil, le débat est resté strictement institutionnel. Un tel choix n'est viable que si l'on est convaincu de sa position. Et cette conviction ne naît pas de l'indignation, mais de preuves tangibles. Le dossier que j'ai mentionné précédemment semblait être le principal moteur de cette stratégie. Ce qui rendait cette phase particulièrement complexe, c'était que l'approche d'Anne ne laissait aucune place à la négociation par la pression publique. L'escalade émotionnelle était devenue inefficace faute de réaction. Les menaces juridiques étaient tout aussi inefficaces car la réponse n'était pas défensive. Le système ne recula pas, il se réorganisa. Je commençais à comprendre que cela devait être extrêmement perturbateur pour l'autre partie. Sans contre-réaction, toute stratégie perd toute pertinence. Je me suis demandé si ce choix avait été délibérément concerté avec les autres membres de l'Institut. Un tel silence à ce niveau exige un soutien. On ne peut agir seul. La persistance de cette approche témoigne d'un consensus. Pas forcément sur les intentions, mais sur le risque. Et le risque était le mot-clé, non pas ce que l'on ressentait, mais ce que l'on pouvait provoquer. Cette distinction a tout changé. Ce qui m'a frappé personnellement, c'est le caractère moralement troublant de cette stratégie. Elle n'offre aucune catharsis, aucun moment de justice publique. Elle opère dans l'ombre sans reconnaissance, mais c'est peut-être précisément là sa force. Elle évite la tentation du sensationnalisme et privilégie la stabilité. Et la stabilité est rarement spectaculaire, mais toujours indispensable à la survie des institutions. Durant cette phase, j'ai également constaté une réévaluation du passé. Non pas une réécriture, mais une relecture. Les décisions anciennes ont pris un nouveau sens. Ce qui était autrefois perçu comme de la clémence était désormais interprété comme une vulnérabilité. Cette relecture est douloureuse mais inévitable lorsque les systèmes apprennent. Et bien souvent, ils n'apprennent qu'après que des limites ont été franchies. J'ai commencé à comprendre qu'Anne n'agissait pas par colère mais par sens des responsabilités. Cela peut paraître abstrait, mais la distinction est cruciale. La colère pousse à réagir, la responsabilité à prévenir, et la prévention exige de la distance. Elle requiert la capacité de s'abstenir d'agir alors que l'action serait émotionnellement satisfaisante. J'ai constaté cette discipline de manière constante chez elle. Ce passage me semble marquer le moment où le conflit a définitivement changé de nature. Il ne s'agit plus d'une lutte d'interprétation, mais d'un processus d'exclusion. Non pas d'exil ni de punition, mais de la perte de toute pertinence. Et cela soulève une question lancinante lorsque le pouvoir s'exerce de manière si discrète et systématique, comment reconnaître le moment où sa propre position a basculé de façon irrévocable? À mesure que ce démantèlement institutionnel se déroulait, j'ai commencé à prêter une attention croissante à ce qui se passait en interne. Non pas dans les déclarations ou les apparitions publiques, mais dans l'attitude, le rythme et les absences. Chez Harry en particulier, j'ai perçu des signes de quelque chose qui dépassait la simple frustration ou la fatigue. Cela ressemblait à un lent éveil, un processus où la loyauté ne se brisait pas brutalement, mais se transformait progressivement. Ce genre de transformation est rarement spectaculaire, mais d'autant plus profond. J'ai commencé à comprendre qu'Harry avait joué pendant des années le rôle de tampon, non seulement entre deux mondes, mais aussi entre les récits. Il avait offert une protection fournie, un contexte dissipait les doutes. Tant qu'il parlait, l'histoire restait crédible aux yeux de beaucoup. Mais maintenant, dans cette phase de silence et de réajustement institutionnel, ce rôle avait perdu tout son sens. Sans réaction extérieure, sa loyauté s'était muée en monologue. Et les monologues durent rarement longtemps. Ce qui m'a frappé, c'est la transformation de sa présence publique. Non pas qu'elle ait complètement disparu, mais qu'elle se soit estompée. Moins pressante, moins combative. Ce genre de changement est subtil, mais indéniable pour ceux qui y prêtent attention. Il suggère le doute, et le doute est dangereux dans un conflit qui repose sur des positions absolues. J'ai commencé à me demander quand il a réalisé que le terrain sur lequel il pensait agir était déjà abandonné, que la bataille, pour convaincre l'opinion publique, avait été remplacée par un processus sur lequel il n'avait que peu de contrôle. Cette phase a révélé à quel point un individu peut devenir vulnérable lorsqu'il incarne un récit plus vaste qu'il ne maîtrise pas pleinement. Harry avait profondément ancré son identité dans les notions de résistance, de protection et de correction morale. Mais que se passe-t-il lorsque ce cadre disparaît, lorsqu'il n'y a plus d'adversaire auquel réagir? Alors la seule question qui demeure est pourquoi se bat-on encore, et cette question peut être paralysante. J'ai remarqué que je commençais à interpréter son silence différemment, non pas comme une tactique, mais comme une introspection. Comme si pour la première fois, il avait l'espace nécessaire pour se remémorer le passé sans avoir constamment à anticiper.
Ce processus est douloureux surtout lorsque les choix passés s'avèrent irréversibles. Je me suis demandé ce que cela pouvait faire de réaliser que des ponts ont été coupés pour une raison qui désormais s'estompe. Et s'il commençait à se demander qui il était sans cette raison? Ce qui a rendu cette phase particulièrement difficile, c'est la prise de conscience que le doute n'offrait aucune issue. Le doute exige le dialogue des éclaircissements. Or, le silence institutionnel n'offrait rien de tout cela. Il n'offrait que la constance. C'est une dure leçon. Toutes les situations ne permettent là pas de révision, même lorsque la compréhension s'affine. J'ai commencé à comprendre que c'était peut-être le moment où le conflit basculait de l'extérieur vers l'intérieur, d'une lutte contre une institution à une lutte interne. J'ai également constaté l'impact de ce bouleversement intérieur sur son entourage. Lorsque le personnage principal commence à douter, la dynamique se modifie inévitablement. Des stratégies qui paraissaient évidentes deviennent soudainement fragiles. Des décisions qui semblaient décisives perdent leur fondement. Il ne s'agit pas d'une accusation, mais d'une réaction humaine. Nul ne reste inébranlable lorsque ses convictions sont ébranlées. Mon analyse révélait de plus en plus clairement que le silence d'Harry était peut-être le signal le plus éloquent. Non pas qu'il confirmât quoi que ce soit, mais parce qu'il ne niait plus rien. Il laissait place à l'interprétation, à une relecture du passé. Et cette place peut s'avérer dangereuse, surtout lorsque d'autres possèdent des documents que vous ne comprenez pas pleinement vous-même. Je me demandais ce qu'il savait désormais et ce qu'il ignorait encore. Pour moi, cette phase marque le moment où la loyauté cesse d'être un réflexe et devient une interrogation. Et les interrogations ne se laissent pas facilement écarter. Elles reviennent souvent à l'improviste. J'imagine que cette prise de conscience peut mener non pas à une action immédiate, mais à la paralysie. Car agir, c'est choisir, et choisir, c'est reconnaître que les choix précédents ont pu être erronés. Ce qui apparaît ici, c'est le coût humain des conflits institutionnels. Les systèmes se restructurent, le doute s'installe. Cette tension est douloureuse mais inévitable, et elle soulève une question que je ne peux ignorer lorsqu'une personne commence enfin à comprendre qu'elle faisait partie d'un plan plus vaste qui n'était pas le sien. Comment peut-elle se retrouver sans tout perdre ? En reconstituant le puzzle des événements passés, une conclusion s'impose de plus en plus clairement. Cette histoire ne se termine pas par une explosion, mais par une conclusion si silencieuse qu'elle ne se révèle pleinement qu'après coup. Je vois comment le conflit, autrefois alimenté par la transparence et la réciprocité, s'est essoufflé lorsque l'institution a choisi de structurer plutôt que de réagir. Il ne s'agit pas d'une capitulation, mais d'un changement radical des règles du jeu. Et celui qui fixe les règles détermine en fin de compte l'issue. Ce qui me frappe le plus, c'est le caractère inévitable de cette fin lorsqu'on considère l'ensemble du processus. Le silence initial, la documentation qui a suivi la restriction d'accès, la transformation intérieure d'Harry. Il ne s'agit pas d'événements isolés, mais des maillons d'un même processus. J'ai commencé à comprendre que la réconciliation au sens classique du terme n'a jamais été l'objectif. L'objectif était de délimiter la situation, d'y voir clair, de la réduire à une forme gérable même si cette forme paraît plus froide et plus restreinte qu'auparavant. Je constate qu'à ce stade, la question de savoir qui a raison moralement m'intéresse moins. Non pas que la moralité soit sans importance, mais parce que les systèmes fonctionnent rarement selon des principes moraux. Ils fonctionnent plutôt selon la confiance, la prévisibilité et la prise de risque. Dès que le risque devient structurel, toute volonté de dialogue disparaît. S'ensuit alors un réajustement. J'observe ce phénomène ici non pas comme une punition, mais comme une correction. C'est peut-être là la constatation la plus dérangeante. Les changements majeurs surviennent souvent, sans jugement, sans drame, sans explication définitive. Pour l'avenir, cela ne signifie pas une victoire nette pour l'un ou l'autre camp, mais une nouvelle réalité où les anciens rôles n'ont plus cours. Je n'anticipe ni réhabilitation publique ni rupture ouverte qui expliquerait tout. J'entrevois plutôt une coexistence durable sans interdépendance. Cela peut paraître abstrait, mais les conséquences sont concrètes. Ceux qui perdent leur influence perdent en influence. Et dans ce genre de conflit, l'influence est plus puissante que la sympathie. Je me demande quel impact cela aura sur l'opinion publique. L'attention du public est éphémère. La mémoire institutionnelle, elle ne l'est pas. Ce qui est oublié aujourd'hui reste gravé dans les mémoires demain. Et cette fixité détermine qui compte encore lorsque de nouvelles décisions sont prises. Je pense que beaucoup interpréteront cela comme l'extinction d'un conflit. Mais l'extinction est différente de la résolution. Elle signifie que le conflit a perdu sa raison d'être et a laissé place à un nouvel ordre. Ce qui me frappe personnellement, c'est le peu de mots nécessaires pour parvenir à ce résultat. Ni conférence de presse, ni accusation, ni confrontation publique. Uniquement des procédures du temps et de la discipline. Ce n'est pas une fin romantique, mais elle est efficace. Et l'efficacité est souvent le critère de survie des institutions. Je commence à comprendre pourquoi le silence n'a pas servi ici à apaiser mais à clore le débat. Une porte n'a pas besoin de claquer pour être close.
Je m'attarde aussi sur la dimension humaine de cette fin, car si les systèmes retrouvent leur équilibre, les individus restent avec des questions sans réponse. Que signifie avoir bâti son identité sur une lutte qui n'existe plus? Que faire lorsque l'histoire que l'on a racontée ne trouve plus d'écho? Ces questions ne disparaissent pas d'elles-mêmes, elles demeurent précisément dans le silence. À l'avenir, je m'attends à ce que cette question soit abordée de moins en moins explicitement, mais qu'elle ait un impact implicite croissant, dans les choix, dans les absences, dans ce qui n'est plus possible. C'est ainsi que fonctionnent les fermetures institutionnelles. Elles n'écrivent pas une fin, elles redéfinissent les conditions d'une suite. Et cette suite existera, mais selon des règles différentes, avec des attentes différentes et un champ des possibles plus restreint. Je terminerai cette section par une question qui me hante encore et que j'aimerais vous poser également lorsque le silence n'est plus une pause, mais une limite. Comment reconnaître le moment où le retour devient impossible? Et qu'est-ce que cela révèle de notre rapport au pouvoir, au récit et à la responsabilité dans nos propres vies?